commence ce deuxième cours sur la civilisation latine et aujourd'hui je vais m'intéresser à la dynastie julio-claudienne. Pourquoi il n'y a pas mon titre? Je sais pas. Bon, en dessous j'avais mon titre là qui a disparu. C'est le cours numéro 2, la dynastie julio-claudienne. Voilà. J'ai fait un PowerPoint beaucoup plus détaillé et plus visuel encore que la dernière fois. Comme ça, si vous voulez suivre, il y a des petits résumés du plan de cours, les arbres généalogiques. Voilà, ce sera plus simple. Alors, j'essaierai de le mettre sur le site de l'université un jour avant. Mais je ne peux pas le mettre plusieurs jours avant parce que ça me donne quand même pas mal de travail. Et je le peaufine toujours jusqu'au dernier moment. Comme ça, si vous voulez l'avoir avant, imprimer ce que vous voulez imprimer, ce sera mieux. Mais le groupe qui m'a demandé, qui m'a envoyé son adresse mail pour avoir quelques documents avant, je le garde quand même. Parce que là, je vous ai envoyé des textes, surtout à lire. Et puis, bon, je ne me souviens plus trop ce que j'ai envoyé. Je l'envoie toujours, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, alors aujourd'hui, on repart dans l'Antiquité, mais je ne vais pas du tout étudier la même période que la dernière fois. Je reprends ma chronologie très simplifiée. Donc la dernière fois, nous sommes partis de moins 753, la fondation de Rome par Romulus, la date légendaire. J'ai peu parlé de la royauté parce qu'après, on ne connaît pas grand-chose sur cette période-là. C'est une succession de rois. D'abord les rois sabins, puis les rois étrusques, jusqu'à moins 509, où la République est programmée. Aujourd'hui, on fait un petit bond dans le temps. Je vais partir de la mort de Jules César, de l'assassinat de César en moins 44, et je vais m'intéresser là à la fin du 1er siècle avant et au 1er siècle après. Voilà, au début de ce qu'on appelle l'Empire, avec la succession des empereurs. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est cette période-là qui va m'intéresser. Mort de Jules César jusqu'à plus 68, mort de Néron, le dernier empereur julio-claudien. Voilà. Je reviens à ma présentation. Bon, à la fin de l'heure, je vais essayer de garder quelques minutes pour vous présenter cette œuvre-là, qui retrace la dynastie julio-claudienne, mais pour l'instant, je démarre autrement. Donc cette dynastie julio-claudienne, c'est la première dynastie de ce qu'on appelle les Césars, puisque à partir de Jules César, à partir de l'assassinat de Jules César, tous les empereurs vont avoir le titre de César. Bon, par les péplums, on connaît Ave Caesar, Ave César. En l'honneur de Jules César, tous les empereurs qui vont se succéder vont porter ce titre de César, quand on les salue surtout. Donc, Jules César, je reviens quand même à mon panorama. Voilà, après Jules César, je vais étudier la succession des 5 empereurs de la dynastie qui se succèdent là et qui vont s'appeler les Césars. Alors, je voulais mettre au point ce titre. Alors, les 5 empereurs de la dynastie julio-claudienne proviennent d'une même famille, d'une même grande famille, les julio-claudiens, qui, elle, est scindée en 2, vous voyez bien, julio-claudien. Voilà. La gens Julia. Alors, en latin, par gens, on entend la familia très élargie. Les ancêtres, les descendants. Donc, Jules César fait partie de la gens Julia. Et après, une deuxième grande famille aristocrate à Rome, patricienne, ce sont les Claudiens et la gens Claudia. Donc les 5 empereurs qui vont se succéder font partie soit d'une, soit de l'autre, ou même à un moment donné, les deux, bien sûr, ils vont se marier entre eux. Donc,
ils vont avoir les deux racines, là, la première et la deuxième. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la dynastie Julio-Claudienne. Alors ce siècle d'empereurs là, qu'on appelle souvent les empereurs fous, c'est le siècle dans l'histoire romaine qui a fait couler le plus de sang, vous allez voir, et surtout le plus d'encre. Parce que tout le monde connaît de nom Néron, Caligula, Tibère. On les connaît tous de nom. De nombreux ouvrages, de nombreux articles, de nombreuses études ont été, de nombreux films avec les péplums ont été faits. Et ce premier siècle a évincé même tous les autres siècles, les siècles qui se sont succédés, les empereurs qui se sont succédés après, ont été évincés par le premier siècle après Jésus-Christ, où il va y avoir cette succession d'empereurs. Voilà. Donc dans la mémoire collective, quand on pense à Rome, bien on pense à Néron, on pense à César, à Caligula, leurs crimes, leurs méfaits. Enfin, ça, dans l'imaginaire collectif, c'est resté très très fort par rapport aux autres empereurs qui ont succédé, les Antonins, les Flaviens. On en parle beaucoup moins. Alors la question la plus débattue sur ces empereurs, ça a été depuis le 19e siècle même, la question des rapports entre le pouvoir et la folie. Il y a eu une longue théorie qui a été très répandue, mais c'est celle du pouvoir qui rend fou. Et même au 19e siècle, on l'a étudiée de manière médicale, et on a même donné à cette maladie, entre guillemets, le nom de césarite. Alors la césarite, bon, ça désigne cette folie du pouvoir qui aurait atteint ces hommes, une folie des grandeurs. Voilà, la césarite. Alors maintenant, avec les historiens modernes, il y a des controverses qui se sont développées. Et on essaie de plus en plus de réhabiliter ces empereurs, de voir leur bon côté, ne pas voir que leurs crimes, leurs méfaits, que les historiens romains antiques ont vraiment développé à l'extrême. Et j'ai vu, en cherchant un petit peu sur Internet, il y a eu, il y a 2 ans, un documentaire sur Arte, sur Néron, qui tentait de le réhabiliter. Les historiens modernes tentent de cette réhabilitation, pas de le disculper tout à fait, mais de l'excuser un petit peu aussi. Voilà. Et si vous voulez aller les voir, les 2 reportages sur Arte, ils sont sur YouTube. Ils sont très intéressants. Je ne suis pas sûre du titre, je crois qu'il s'intitule « Néron était-il vraiment un monstre ?» comme ça. Il y a 2 heures. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est une docu-fiction, donc il y a des reconstitutions. Ça c'est quand même bien expliqué. Voilà. Alors, par contre, leur réhabilitation, ce sont de pures hypothèses, rien n'est prouvé, un peu comme je vous le disais à mon premier cours. Voilà, ce sont des hypothèses. C'est surtout sur le grand incendie de Rome que dont Néron avait été accusé, qu'on essaie de le rendre innocent. Avant de commencer, je veux aussi vous donner le nom des historiens romains, comme la dernière fois, sur lesquels je m'appuie et qui ont longuement développé les méfaits de ces empereurs. C'est très agréable à lire si un jour vous avez l'occasion. Donc le premier, c'est Tacite. La dernière fois, je vous ai parlé de Tite-Live sur l'histoire romaine de Romulus. Donc là, ce sera Tacite qui a écrit un ouvrage, Les Annales, donc qui raconte l'histoire année par année, les Annales. Et le deuxième, à peu près de la même période, Suétone, qui a écrit des biographies, vie des 12 Césars. Vie des 12 Césars. Voilà. Donc ce sont sur ces 2 historiens romains que je vais m'appuyer là pour vous
présenter la dynastie julio-claudienne. Donc un analyste et un biographe. Après, ils se complètent sur... ils ne se contredisent absolument pas, ils se complètent plutôt sur les faits et sur les vies des empereurs. Donc eux, ils ont écrit au début, ils datent tous deux du 2e siècle après Jésus-Christ. Ils n'ont pas vraiment vécu sous ces empereurs-là, ils ont vécu sous les Antonins, parce que Tacite était le protégé de Trajan et Suétone d'Adrien. Bon, l'histoire romaine, comme pour Tite-Live la dernière fois, quand les historiens racontent, c'est beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petits faits, beaucoup de traits de caractère de leurs personnages historiques. C'est pas de l'histoire comme on l'entend maintenant, comme on apprend. C'est romanesque, c'est anecdotique. Mais bon, ça retrace bien certains portraits des empereurs. Ils essaient de croquer quand même le caractère. Et le souci qui se pose là sur ces deux historiens, bon, il n'y a pas le fossé, l'écart qu'il y avait entre Tite-Live et la création de Rome, comme la dernière fois. Eux, ils ont quelques dizaines d'années d'écart avec les faits, c'est tout. Mais on les accuse d'une chose, on les accuse d'avoir un peu exagéré la vérité, parce que comme ils écrivaient sous le règne des Antonins, ils écrivaient sous le règne d'empereurs postérieurs à la dynastie julio-claudienne. En fait, les Antonins étaient leurs protecteurs à ces deux auteurs. Donc, est-ce qu'ils voulaient discréditer le règne précédent pour glorifier l'âge d'or des Antonins, où la paix était retrouvée, où les empereurs étaient bien plus tempérants que les empereurs que l'on va voir maintenant? Voilà. Donc, le problème, est-ce qu'il se pose, est-ce qu'ils ont exagéré les excès de ceux-ci pour glorifier les empereurs qui étaient leurs protecteurs à l'époque où ils écrivent? Point d'interrogation. Donc je vous répète, il n'y a pas un grand écart là cette fois entre la date quand Néron est mort, Tacite devait avoir 10 ans par exemple. Donc eux, ils ont eu droit aux archives de l'État, aller consulter les archives de l'État, les archives du Sénat. Ils ont eu des témoignages plus ou moins directs de ces empereurs. Mais comme ce qu'ils racontent est tellement gros, quelquefois on a des doutes. Voilà pour mon introduction. Alors j'ai préparé un plan du cours cette fois. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on est passé de la République à un pouvoir très très fort, au pouvoir en une seule main. Pourquoi on est passé de la République à l'Empire. Et les deux arguments que je vais avancer, c'est le premier, l'immensité de l'Empire, et puis les incessantes rivalités intérieures qui ont fait que le principal, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, est devenu un ajustement politique indispensable. Bon, je remets mon étymologie du prince. Donc, je vous rappelle qu'empereur, c'est imperator en latin, c'est le général en chef, ce n'est pas l'empereur en fait. Et l'empereur est désigné par ce mot princeps, qui a donné prince en français, qui vient de la racine primus, le premier en latin. Et ceps, bon, ça a donné aussi caput, la tête, et sinon ça vient du verbe capio qui signifie prendre l'initiative. Voilà. Donc le princeps, c'est le premier. Alors il est le premier du Sénat, princeps senatus. Et aussi il est le premier inter pares parmi ses pairs. Et c'est ce qui va être l'habileté d'Octave, là, du jeune Octave qui va devenir le premier empereur. C'est pour ne pas choquer les Romains qui étaient attachés à leur république. Il ne se fait pas nommer roi, il se fait juste nommer je suis le premier de l'État, princeps, le premier du Sénat. Et ça va passer.
Voilà, donc ça c'est le plan de mon cours. Et je reprends la première... je reprends le premier point. Donc chez les Romains, il y a toujours un paradoxe, c'est la haine du roi, la haine du rex, voilà, de la royauté. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils ont proclamé la République en moins 509. Ils ont détrôné, le peuple a détrôné et a assassiné Tarquin l'Ancien, qui était le dernier roi de Rome. Et ils ont proclamé leur res publica, dont 2 consuls, je vous rappelle, j'en ai un petit peu parlé la dernière fois, 2 consuls qui sont élus chaque année, sauf en période de crise où on les maintient au pouvoir un peu plus longtemps. C'est ce dont va profiter Jules César. 2 consuls élus chaque année. Voilà, donc l'année d'après, on repart avec 2 nouvelles personnes. Et c'est ce qui a empêché qu'un roi se réinstalle. Bon, heureusement pour les Romains, mais malheureusement pour la République, vous voyez l'extension de l'Empire romain, qui est assez impressionnante. Et 2 consuls élus chaque année qui partent et qui laissent les affaires, bon, ce n'est plus suffisant pour gérer un tel empire. Donc Jules César, qui a conquis les Gaules et qui a extrêmement agrandi l'empire, eh bien, il a pris de plus en plus de puissance et il ne s'est pas contenté de son consulat. Il a poussé le Sénat à prendre de nouvelles mesures, à restructurer un petit peu la République. Et ainsi, il a été nommé consul pour plusieurs années successives, puis il a été nommé consul à vie. Et 1 an avant sa mort, il est nommé dictateur à vie. Ce qui va précipiter son assassinat. Parce que comme il y a des républicains parmi le peuple romain, et donc ils ne vont pas aimer. Donc mon premier argument là, à l'acceptation du principat par le peuple romain, c'est l'immensité de l'empire qui demande un pouvoir fort à l'époque quand même. Parce que bon, César avait conquis les Gaules et puis il s'apprêtait à aller combattre un adversaire redoutable, les Parthes là, qu'ils ont eu du mal à vaincre d'ailleurs, les Romains. Et puis il a été assassiné avant d'y aller. Donc ce seront les empereurs après qui vont conquérir le royaume parthe. Voilà. Deuxième argument aussi que j'avance sur l'acceptation du principat, c'est que Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, a été en proie à d'incessantes rivalités intestines, intérieures. Jean-Michel. Pardon. Quel était sur la carte le statut des zones jaune pâle? Et elles sont à moitié conquises. Là, l'Arménie et les Parthes après vont être... L'Arménie, je crois que c'est Néron. Et les Parthes, ils vont avoir du mal. Ce sera les Antonins après qui vont arriver à descendre en Syrie. Là. Ouais. L'Arménie, c'est sous Néron. Et comme j'ai mis à la mort d'Auguste, tu vois, c'est pas encore. Voilà. Bon, mais enfin, l'Empire est énorme. Ils sont allés en Afrique. Ils ont battu Jugurtha, pour ceux qui suivent le cours de latin de Madame Homer, en Mauritanie, là, Numidie, Carthage, bon, Égypte, Cléopâtre, etc. Donc là, c'est énorme. Donc, et les empereurs vont hériter de cet empire-là. Donc, maintenir ce pouvoir, voilà, il faut le pouvoir, une main très forte et pas seulement des consuls qui changent chaque année et qui reprennent les affaires à zéro, là. Bon, donc je reviens à mon deuxième argument, il faut un peu plus de stabilité. Parce que ce 1er siècle avant Jésus-Christ, même si la République est encore solide, il y a des tas d'hommes forts qui tentent de la faire basculer. Bon, là, je ne veux pas y revenir parce que ce n'est pas le sujet de mon cours. Il y a Marius et Sylla, il y a César et Pompée,
Après, il va y avoir Octave, le jeune Octave là, et Marc-Antoine. Voilà. Donc il faut une certaine stabilité à Rome. Rome est souvent mise à feu et à sang par des bandes de conjurés qui essaient de faire un coup d'État. Donc là, les Romains en souffrent. Il faut une certaine stabilité. Donc là aussi, cette incessante rivalité du 1er siècle avant Jésus-Christ va faire en sorte que le Principat va devenir un ajustement politique nécessaire en fait. Et les Romains vont peu à peu s'y habituer. Donc voilà, je vais passer à notre premier empereur, étant donné que César ne fait pas partie des 5 empereurs Julio-Claudiens, je le répète encore, je vais passer à Octave, le petit-neveu de César. Donc dans ma dynastie Julio-Claudienne, il faut la lire comme ça: Jules César, Octave Auguste, Tibère, et ensuite Caius Caligula, Claude et le dernier Néron. Voilà. J'ai mis un cadre à Jules César puisqu'il ne fait pas partie des empereurs. Désolée de le répéter. Voilà. Donc Jules César, en moins 45, un an avant son assassinat, s'est fait proclamer dictateur à vie. Donc le parti républicain mené par, vous connaissez tous l'histoire, Brutus, son fils adoptif, fils d'une de ses maîtresses, Servilia, qu'il a adopté, mène le complot et aux ides de mars, en plein Sénat, il reçoit une vingtaine de coups de couteau, dont celui de Brutus. Je n'ai pas résisté à mettre sa phrase finale: Tu pourquoi mi fili, toi aussi mon fils. Quand il voit Brutus, il lui donnait un coup de couteau: Toi aussi mon fils, tu m'abandonnes, toi aussi mon fils, tu me trahis. Voilà. Jules César n'a pas d'héritier mâle. Il a juste une fille, Julia, hein, et pas d'héritier mâle. Donc, par testament, il a aussi adopté, quelque temps avant, Octave. Alors, Octave, voilà, je ne l'ai pas mis dans mon arbre généalogique. C'est son petit-neveu. César a une sœur, Julia, qui a une fille, Atia. Et Atia, un jeune homme, enfin un garçon, Octave. Voilà, donc c'est le petit-neveu de César. Il a adopté, il a mis sur son testament également. Donc à la mort de César, quand le testament va être ouvert par le Sénat, le jeune Octave, qui n'a que 19 ans, hérite de tous les biens qui étaient considérables de son grand-oncle, parce que César s'était fait une immense fortune avec la conquête des Gaules. Et César aussi lui donne le pouvoir politique par testament. Donc Octave se retrouve consul, hein, puisqu'il n'y a pas encore de titre officiel. Octave consul, donc très très jeune à la mort de son oncle. Et en quelque sorte, son oncle l'habilite à poursuivre son œuvre par testament. Donc le peuple romain aimait beaucoup César, contrairement à ce que l'on pense, malgré le fait qu'il ait pris une emprise personnelle très forte sur le gouvernement. Le peuple romain a pleuré, selon les historiens romains, à la mort de César. Il a beaucoup regretté. Bon, César était un bienfaiteur aussi pour le peuple par ses largesses. Il avait donné des terres, il avait fait des distributions de blé très importantes au peuple. Donc Octave va bénéficier de cette aura de son oncle, en quelque sorte. Voilà. Mais il ne va pas s'imposer tout de suite. Il devient consul pour plusieurs années. Et puis, il va être très habile, je vais essayer de le prouver. Petit à petit, il va prendre de plus en plus de pouvoir. Donc, à la mort de son oncle, il est là. Mais il y a aussi quelqu'un que vous connaissez aussi par son nom. Il y a Marc-Antoine, le fidèle lieutenant de César.
Et Marc-Antoine était très très proche de César, donc c'est un homme fort aussi, forte personnalité. En plus, Marc-Antoine a été marié à la sœur d'Octave, qui s'appelle Octavia. Voilà, donc il est rentré dans la famille. Et Octave va proposer quelque chose de très habile, qui avait été déjà proposé par son grand-oncle Jules César, un triumvirat. L'association de 3 hommes. Trium 3, wir, ça donnait le mot viril en français. Donc 3 hommes à la tête du pouvoir. Donc ça fait moins peur aux Romains, ils sont 3. Bon, ça rappelle les 2 consuls. Personne ne prend vraiment le pouvoir. Donc Octave, Marc-Antoine, le fidèle lieutenant. Et puis bon, ils vont trouver un 3e candidat qu'ils vont éliminer rapidement, qui n'a pas trop d'importance, Lépide. Voilà. Donc ils vont... En fait, c'est le Sénat qui ratifie ce triumvirat. Ils vont persuader le Sénat qu'il faut des hommes forts, parce que les républicains qui ont assassiné César doivent être punis. Ils sont toujours là, ils sont toujours à Rome. Ils veulent aussi le pouvoir, donc bon, il faut quelque chose. Donc là, c'est à nouveau accepté, ce triumvirat. César l'avait déjà fait. César Crassus Pompée, ça avait été le premier à l'époque. Voilà. Donc un 2e triumvirat qui passe bien, tout va bien. Alors Octave, ils vont se partager le monde là. Octave prend l'Occident, la meilleure part. Antoine prend l'Orient. Mais bon, on va donner à Lépide de l'Afrique. Où il ne fera pas beaucoup de bruit. Donc vous imaginez bien que si on élimine rapidement Lépide, il va y avoir le conflit Octave et Marc-Antoine. Il va à nouveau générer des guerres intestines. Bon, mais leur premier travail, là, c'est d'éliminer les républicains, avec Brutus à la tête des républicains. Donc, il y a une bataille, la bataille de Philippe, près de la Grèce, où... non, je te raconte n'importe quoi. La bataille d'Actium. Bon, j'ai eu un trou. C'est Philippe, le républicain. Actium, c'est Antoine. Merci. J'essaie de ne pas trop lire mes notes pour pouvoir... faire un conférencier qui dit ses notes, mais bon, quelquefois j'ai... Bon, enfin... Donc, je reviens. Ils éliminent les républicains avec Brutus à la bataille de Philippe, donc les républicains ne posent plus problème. Lépide, qui a l'Afrique, demande la Sicile, parce que la Sicile, c'est le grenier à blé de Rome. C'est elle qui fournit Rome en blé. Et donc Octave ne veut pas la lui céder, donc il évince rapidement Lépide. Donc, il ne reste que les 2 membres du triumvirat, qui ne sont plus un triumvirat. Et donc ça va être la guerre entre Octave et Marc-Antoine, jusqu'à la victoire d'Octave. Alors, Octave est habile, là aussi, il représente cette rivalité entre Marc-Antoine et lui comme une lutte de la grandeur de Rome contre la décadence de l'Orient. Parce qu'à Rome, l'Orient avait une mauvaise image, avait une image de luxure, de mollesse par rapport aux soldats vaillants romains. Et donc, entre-temps, Marc-Antoine, qui était marié à Octavie, la sœur d'Octave, a répudié Octavie et est tombé amoureux de la plus célèbre des reines, Cléopâtre. Voilà. Donc, Marc-Antoine va vivre à Alexandrie avec Cléopâtre, dans le luxe, selon les historiens romains et les historiens grecs, puisque c'est Plutarque, un grec, qui a écrit la vie d'Antoine, dans un luxe phénoménal. Voilà. Donc,
le jeune Octave profite de cette image de l'Orient décadente pour affirmer ou légitimer la bataille qu'il va mener contre Marc-Antoine. Alors, où j'en suis de mon cours? J'en suis là. Donc, en moins 31 avant Jésus-Christ, cette fois je ne me trompe pas, c'est la bataille d'Actium, en Grèce, du côté occidental de la Grèce, près de Corfou. C'est une bataille sur mer et sur terre à la fois. Marc-Antoine et Cléopâtre arrivent avec la flotte de Cléopâtre qui a été formée. Et ils perdent contre Octave et ses soldats romains et sa flotte romaine à Actium en moins 31. Donc, à 32 ans, Octave devient le seul maître du monde. Il a éliminé tout le monde là. Il a l'Occident, il a l'Orient et il a l'Afrique. À lui tout seul, dans une main, 32 ans. Bon, je fais une petite parenthèse sur le destin des amants les plus célèbres de l'Antiquité. Que deviennent Antoine et Cléopâtre? Bon, là, il y a une farce tragique qui est racontée par Plutarque, que je vous citais tout à l'heure. Donc, Antoine et Cléopâtre rentrent à Alexandrie avec ce qui lui reste de la flotte. Octave, quelque temps après, arrive en vainqueur à Alexandrie. Marc-Antoine, bon, l'accueille plus ou moins dans le palais. Et comme il se voit vaincu et que la rumeur lui a fait entendre que Cléopâtre se serait déjà suicidée, il prend un glaive et se l'enfonce dans la poitrine. Le moment où il meurt, Cléopâtre passe. Elle est encore vivante. C'est ça la farce tragique là. Bon, une semaine après, Cléopâtre, alors là, point d'interrogation aussi, et se fait mordre par un serpent, un aspic, qui lui aurait été porté dans une corbeille de fruits, caché dans une corbeille de fruits. Voilà, c'est toujours ce que raconte l'historien grec Plutarque dans sa vie d'Antoine. Et en fait, Cléopâtre, elle est contrainte à se suicider parce que si elle était restée en vie, elle aurait fait partie de la procession triomphale d'Octave à Rome. Vous savez, quand un général romain avait vaincu des provinces, il rentrait à Rome triomphant avec des milliers d'esclaves, de prisonniers de guerre enchaînés derrière lui, avec son butin, avec des chariots qui portaient l'or, tout ce qu'ils avaient pris de la province conquise. Et il traversait Rome par la Via Sacra pour arriver sur les marches du Capitole. Voilà. Donc Cléopâtre ne peut pas faire partie du cortège. Donc elle se suicide avec le serpent, soi-disant. Octave fait tuer le fils présumé de Cléopâtre et de Jules César, le fameux Césarion qui a 16 ans, donc oui, il est tué. Et Marc-Antoine et Cléopâtre ont 2 enfants, un garçon et une fille, Hélios et Sélénée, le soleil et la lune, qui sont aussi tués là. Voilà. Donc table rase, il n'y a plus personne. Octave, seul maître à bord là, voilà. Donc je maintiens toujours mon argument de l'habileté d'Octave, qui va garder la façade des institutions républicaines. Il va y avoir toujours le Sénat, il y aura toujours les magistratures, mais il va les vider de toute substance pour concentrer le pouvoir réel entre les mains d'un seul. Mais il n'a toujours pas de titre, hein, il n'est pas... Il est juste le premier là, de tous, c'est tout. Donc là, je vous ai fait, pour pas que vous preniez trop de notes, une explication. Hop. Avec les pouvoirs, ses véritables pouvoirs, entre sa seule main, hein, d'accord? Donc ce titre, pourquoi on l'appelle Auguste? Déjà, je voulais vous l'expliquer. Alors là, c'est le Sénat qui lui octroie ce surnom, c'est simplement un surnom, hein, ce n'est pas un titre officiel. Augustus, en latin, cela signifie
le consacré, le vénérable. Et seuls les dieux, chez les Romains, avaient ce titre d'Augusti. Je mets au pluriel, d'Auguste. D'accord? Donc c'est le Sénat qui lui octroie ce surnom et pas un titre assorti de pouvoir officiel, loin de là. Donc il n'enfreint aucune règle. Il est toujours princeps, c'est tout. Mais il vide les institutions républicaines de leur substance et c'est lui qui va, en fait, qui va en sa main, vous allez voir, qui va détenir le pouvoir des vieilles institutions. Bon, il est impérator, il est général en chef. Il contrôle les armées et fait des faits les commandants de légion. Ensuite, il prend un titre qu'avait déjà Jules César. Jules César était Pontifex Maximus, signifie grand pontife. C'est le maître de la religion à Rome. Puis habilement, là, il va vraiment bien manœuvrer. Il va se faire octroyer la puissance des tribuns de la plèbe. Donc il va détenir la puissance tribunicienne. Les tribuns de la plèbe sous la République étaient des magistrats issus de la plèbe, du peuple, qui avaient quand même des pouvoirs assez élevés. Ils pouvaient convoquer les assemblées, proposer des lois au Sénat et surtout opposer un droit de veto aux lois qui étaient proposées par le Sénat, par exemple. Donc là, c'est lui qui s'octroie ça. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour gouverner Rome. La puissance tribunicienne. Donc par ce titre, là aussi, il est encore habile parce qu'il devient le patron, le défenseur du petit peuple. Voilà, une fois de plus. Il va pacifier l'Empire, il va pacifier les provinces, envoyer des légats pour gouverner les provinces. Et il va bien rebâtir Rome aussi, là, il va lui redonner de l'éclat. Donc sous Auguste, le forum romain, si vous voyez à peu près une carte du forum romain qui existait bien avant Auguste, il va le continuer à sa gloire. Il va y avoir le forum d'Auguste tout en marbre après le forum romain. Il va, chose très importante à Rome, instaurer ou réaménager un égout, la Cloaca Maxima, qui assainit Rome, d'accord, à l'époque. C'est lui qui crée les grandes bibliothèques latines et grecques sur son forum. Et il va commencer à se faire construire ce qui après va devenir les palais impériaux sur le Palatin. La colline du Palatin va être la colline des palais de l'empereur. On peut la visiter encore, il y a les vestiges des palais. Donc c'est à partir d'Auguste. Donc rebâtir Rome, il a une phrase qui dit « J'ai trouvé Rome de briques, je la laisserai de marbre ». Et puis quelque chose d'un peu étrange, il va restaurer les mœurs du passé. Alors l'adultère va être réprimé un peu plus, les sénateurs qui auront beaucoup d'enfants auront un peu plus de gloire, de primes, d'argent, etc. Alors que bon, dans sa famille, vous allez voir, c'est pas non plus extraordinairement moral, mais bon, il veut restaurer les mœurs du passé. C'est là où Virgile écrit l'Énéide, en l'honneur du peuple de Rome, d'Énée, le premier des Latins à être arrivé, en l'honneur d'Auguste aussi, hein, l'Énéide, c'est aussi en l'honneur d'Auguste. Ouais. Donc restauration des mœurs du passé. Voilà. Donc sous Octave, le premier des juges claudiens, bon, on va dire que tout se passe bien. Même s'il y a des éliminations. Bon, ça va à peu près. Les Romains sont contents de leur empereur. Bon, Octave meurt à 75 ans, donc il a un long règne. Voilà. 75 ans. Bon, j'ai mis empoisonnement là. Parce qu'il y a des doutes quand même. Il y a eu des rumeurs après sa mort. Octave était en très bonne santé, puis un jour il a, selon les historiens romains, très mal à l'estomac.
bizarre, et puis il meurt juste 1 ou 2 jours après. Voilà. Donc mort naturelle ou empoisonnement, point d'interrogation. Alors qui aurait voulu l'empoisonner? Ah devinez, devinez. Donc j'ai fait un arbre généalogique vraiment très simplifié. J'ai éliminé beaucoup de monde là parce que c'est très très complexe. Oui, moi aussi. Mais je les ai éliminés sur le papier avec de l'encre. Bon, j'en ai refait le plus clair possible, mais encore pas évident. Allez, je reprends. Les 2 grandes familles, les Julie, les Claudie. Auguste est le petit-neveu de César, donc les Julie. D'accord? Auguste épouse une dame, Livie, qui est veuve déjà. Elle est veuve de Tiberius Claudius Nero. Et donc, vous voyez, par ce nom Claudius, elle descend de la grande famille des Claudii. Auguste et Livie n'ont pas de garçon. Catastrophe. Ils n'ont que Julie. Donc, il faut trouver un successeur à Auguste. Voilà. Donc, ça va être le fils de Livie, Tibère, qu'elle a eu avec monsieur Tiberius Claudius Nero, qui a un frère Drusus, un jeune prince général d'armée qui est très brillant. Mais bon, c'est Tibère qu'Auguste va adopter. Vous voyez? Alors cette même famille, bon, malgré mon arbre généalogique simplifié, elle n'est pas évidente. Donc Tibère, il n'est pas aussi fou que quand il va avoir le pouvoir. Lui aussi, c'est un jeune général, impérator, qui commande des armées, qui est assez brillant, avec Drusus. Et puis il y en a un autre aussi, Germanicus, qui aurait pu prétendre au pouvoir, mais Drusus et Germanicus vont être tués dans les combats. Donc eh bien, il faut bien quelqu'un. Donc ce sera le fils adoptif, une fois de plus, d'Auguste Tibère, qui sera le 2e Julio-Claudien. Ça va? Vous suivez là? Je ne veux pas remettre ma petite... Bon, si, il faut que je le remette parce que sinon... Bon, Tibère, au début, ça va. Ensuite, il se lasse très vite du pouvoir et de la gouvernance. Qu'il va déléguer, c'est Séjan là qui va être à la tête de l'Empire. Séjan, S-E-J-A-N. Et on connaît tous Tibère par quoi? Ben, par les délices de Capri. Tibère se réfugie très rapidement à Capri. Il règne de loin, enfin il règne pas du tout. On connaît ses exactions avec des mœurs sexuelles très débauchées, les petits garçons qu'il fait venir à Capri. Il est célèbre pour ça dans l'Antiquité, quoi. Voilà. Donc après, ça va être Tibère, numéro 2. Voilà. Donc lui, il est mort étouffé par sa garde prétorienne. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute, il est étouffé. Alors cette succession d'empereurs là, en fait, ils vont vivre dans une atmosphère incessante de complot contre eux, parce que il n'y a pas de il n'y a pas de règles de succession. Voilà, ils sont pas vraiment, il n'y a rien de légitime, il n'y a pas de règles de succession instaurées. Donc bon, on prend celui qu'il y a. Et la garde prétorienne, c'est la garde rapprochée de l'empereur, hein, ce sont les gardes du corps privé. En fait, cette garde prétorienne, on peut l'acheter facilement. Donc, elle a pouvoir de défaire par le sang et de refaire très rapidement un nouvel empereur. On peut l'acheter. Donc, Tibère, il est étouffé par quelqu'un de sa garde prétorienne. Et on va chercher quelqu'un d'autre à l'époque. Drusus et Germanicus, qui auraient fait de très bons empereurs présumés, sont morts. Donc on va aller chercher un certain Caligula, qui est le fils d'Agrippine, qui est elle-même fille de la sœur, de la fille d'Auguste, qui a épousé le meilleur ami et le commandant aussi en chef des légions d'Auguste, Agrippa, qui est mort jeune. Voilà. Donc, exit Agrippa, on va chercher Caligula, qui ne s'appelle pas vraiment Caligula, je ne sais pas si vous connaissez. Caligula, en fait, il s'appelle Caius.
Et quand il était petit, comme tous les enfants, il aimait bien mettre des Caligula, ce sont des petites bottines qui appartenaient à son père certainement. Donc c'est un surnom Caligula, ça signifie petite chaussure. Caligula est un empereur, un des plus fous. Regardez son règne qui ne dure que 4 années. Quand on connaît tous l'anecdote, il veut faire son cheval sénateur. Bon. Soi-disant, il a des relations incestueuses avec ses 3 sœurs. Il n'a pas qu'Agrippine comme sœur, il y en a d'autres, mais je les ai éliminées pour pas que mon arbre soit très lent. Voilà, donc Caligula, à son tour, est assassiné, toujours par la garde prétorienne. Et qui va-t-on mettre à sa place? Le problème est toujours là. Eh bien, il y a quelqu'un qui se cache derrière un rideau quand Caligula est assassiné. Les prétoriens trouvent cette personne, c'est un membre de la dynastie, c'est un membre de la famille, il est dans le palais, c'est Claude. Voilà. Claude, il n'est pas jeune à l'époque, il est bègue, il est boiteux, mais bon, il faut mettre quelqu'un. Donc on va mettre Claude. Voilà, dans le 4e, Claude, et il me restera le dernier après, Néron, le pire de tous. Allez, je reviens à mon schéma. Donc c'est Claude qui règne. Voilà. Claude, il a né à sa 3e épouse, très connue également, Messaline, donc le nom c'est devenu un nom commun, une Messaline, voilà, qui est une très très jeune femme par rapport à Claude, et qui, selon les historiens romains, alors bon, il y a diverses versions, soit elle a de nombreux amants, c'est pas soit, elle a de nombreux amants, elle délaisse son époux, il a quand même 2 enfants avec elle, Britannicus, garçon, et Octavie, fille. Mais Messaline est très maline, et en fait, déjà elle s'octroie, elle fait un trafic d'influence, elle nomme des gouverneurs si on lui donne de l'argent. Voilà. Donc il y a diverses raisons qui font que Claude va éliminer son épouse, va faire éliminer son épouse par un de ses affranchis, Narcisse. C'est pas lui qui la tue évidemment. Donc exit Messaline qui est assassinée. Donc Claude doit se remarier. Et avec qui il va se remarier? Il va se remarier avec Agrippine, qui elle-même a un fils déjà d'un premier mariage de monsieur Domitius Aenobarbus, j'ai pas tout mis là, qui a un fils, Néron. Comme toujours, l'histoire se répète, puisque Claude épouse Agrippine, il va adopter Néron. Le papa est mort déjà, donc Claude adopte son beau-fils Néron. Néron est plus âgé que Britannicus, le fils légitime de Claude. Il est plus âgé, il a une plus forte personnalité. Britannicus et Octavie sont 2 jeunes gens très effacés. Par contre, Néron, non, forte personnalité. Voilà. Donc j'en reviens à ma dernière partie du cours. Si vous suivez mon plan, j'y vais rapidement. Tout ça. Voilà. Le dernier jumeau claudien, Néron, et toute la controverse que cela soulève. Était-il le monstre sanguinaire? Parce que vous allez voir que je vais décrire des massacres là. Donc j'en viens à Claude et à Néron. Claude n'est pas encore mort. Voilà. Donc j'en reviens à mon petite histoire. Après la mort de Messaline, Claude épouse Agrippine et va adopter Néron en 50. Alors là aussi je vous ai fait un schéma un peu simplifié, mais comme ça vous pouvez suivre et aussi pas prendre trop de notes. Voilà, j'en suis là. Alors là on est en plus 50 maintenant. Néron adopté par Claude. Comme il est adopté par Claude, on va le fiancer à la fille légitime de Claude, la jeune Octavie, qui a 9 ans en 50. C'est normal. Chez les Romains, on est fiancé à 9 ans pour les filles, on est marié à 13 ans pour les filles. Voilà, on verra un peu plus tard dans le cours. Donc pour resserrer les liens familiaux un peu plus, on le fiance en même temps que l'adoption.
Agrippine, la mère, est une femme forte, un caractère vraiment bien trempé. Et ce qu'elle voudrait bien sûr, c'est que son fils Néron règne. Mais le légitime, c'est Britannicus quand même, hein, le fils de Claude. Bon, mais il est encore jeune. Donc en 53, on fait marier Néron avec Octavie, qui a 13 ans, donc l'âge légal du mariage. Voilà. Et qui gêne pour l'instant, ben, c'est Claude qu'il faudrait éliminer. Donc Agrippine, la femme de Claude, va trouver un stratagème. Bon, à l'époque, il n'y a pas le choix, et soit on meurt par le glaive, soit on meurt par le poison. Alors, sous le règne de Néron, il y a une empoisonneuse au palais très célèbre, Locuste, qui prépare pour les dames des crèmes de beauté, des élixirs, etc., mais prépare aussi autre chose. Voilà, donc, on va faire appel à ses services, selon Tacite, hein, d'accord ? Et lors d'un banquet, on va servir à Néron, qui raffole des champignons, un plat de cèpe. Hein, Néron mange le plat de cèpe. Claude mange le plat de cèpe. Néron a 17 ans alors, donc il est presque prêt à pouvoir prendre le pouvoir. Et le plat de cèpe est fatal à Claude. Donc, exit Claude, Agrippine se retrouve avec son fils, Néron, qui a l'âge d'être proclamé empereur. Donc les premières années du règne de Néron, les 5 premières années, ça se passe pas trop mal. Bon, on n'est pas sûr, la rumeur dit que Claude a été empoisonné, mais bon, il a pu aussi mourir de mort naturelle, donc on est sûr de rien. Néron a eu comme précepteur Sénèque. Sénèque, c'est le fameux philosophe stoïcien qu'on connaît encore maintenant, de l'Antiquité, qui prône la tempérance, la sagesse, l'humilité, ne pas avoir trop de biens matériels, etc., etc. Donc son précepteur, c'est Sénèque. Agrippine l'a fait rentrer de Corse, où il avait été exilé exprès pour les jeunes années de son fils, Néron. Donc les 5 premières années de son règne, Néron il est entouré de Sénèque, comme ministre en quelque sorte, et d'un autre personnage, Burrus. C'est le préfet du prétoire, Burrus. C'est le commandant de la garde personnelle, en fait c'est le bras armé, voilà, de Néron. Mais Burrus est un homme taciturne, peu débauché, donc tout se passe bien. Les 5 premières années, il y a une bonne administration de l'Empire. Le Sénat a de l'influence, voilà, sur Néron, qui écoute sagement. Alors bon, selon les historiens romains, Agrippine est cachée derrière un rideau, elle écoute et elle le conseille. Voilà, donc ça se passe bien. Mais le souci, c'est que le petit Britannicus, bien, il grandit là, et donc il va atteindre 16 ans, l'âge adulte pour les Romains, parce qu'à 16 ans, on prend la toge virile. Et Agrippine et Néron ont peur que Britannicus réclame le pouvoir. Donc il faut se débarrasser de Britannicus, qui est un jeune homme... Pas tout à fait, je vais vous expliquer. Mais c'est à peu près ça. Bon, là aussi, les historiens modernes sont sceptiques sur la mort subite de Britannicus pendant un repas. Donc, même scène, lors d'un banquet du soir, on sert à Britannicus une soupe brûlante, très très chaude. Alors Britannicus, qui était quand même pas si bête que ça, avait pris des goûteurs, des esclaves qui goûtaient la préparation avant qu'il puisse qu'il mange à son tour, d'accord? Donc la soupe est goûtée par un esclave goûteur, ça se passe bien. Mais la soupe est vraiment servie très chaude. Donc Britannicus demande à ce qu'on la lui refroidisse. Et le poison va arriver dans la cruche d'eau froide qui ne sera pas goûtée par le goûteur. Bon, ce qui est quand même bizarre, c'est que Britannicus, il meurt pendant le repas. Alors les historiens modernes émettent l'hypothèse que ce n'est pas possible de mourir subitement avec un poison, parce qu'ils n'ont pas de poison foudroyant à l'époque. Alors ça, je ne peux pas vous expliquer. C'est le côté médical.
Il n'y a pas de poison foudroyant. Claude, il a agonisé toute la nuit là, avant de mourir et même une partie du lendemain. D'accord? Alors que Britannicus tombe, poum, il est mort. Alors il souffrait d'épilepsie, c'est dit par les historiens romains, par Tacite et Suétone. Donc les historiens modernes avancent l'hypothèse qu'il aurait eu une crise d'épilepsie et qu'un anévrisme l'aurait fait mourir subitement. Point d'interrogation. Bon, en tout cas, exit Britannicus. Voilà. Donc il reste Octavie, que Néron a épousé mais qu'il délaisse parce que Octavie ne l'intéresse pas. Et il reste sa mère, qui a un grand pouvoir sur lui, qui le domine, etc., qui est pesante à l'extrême. Donc Néron, là, il n'en peut plus. Il va d'abord la chasser du palais. Elle est devenue persona non grata. Tu ne peux plus habiter le palais. Il lui trouve une ancienne maison de la famille. Voilà, il la chasse du palais pendant quelque temps. Mais bon, ça le tracasse quand même. Il faut la faire périr. Donc en 59, voilà, il va trouver un stratagème vraiment habile. Alors je vous ai mis le texte, mais je n'ai pas le temps de le lire avec vous. Vous le lirez, je vais juste vous expliquer ce qui se passe. C'est l'histoire du bateau truqué. Donc il est fâché avec sa maman, puis il fait la réconciliation. Alors il invite à une grande fête qu'il donne dans une petite station balnéaire au sud de Rome, Baïès. Et Agrippine se rend à cette fête pour se réconcilier avec son fils en chariot par la terre. Bon, banquet, embrassade, tout c'est bien. Et au moment de partir, il lui offre un navire qu'il a fait construire en son honneur. Et il lui demande de rentrer à Rome avec ce navire, c'est pas bien loin. Voilà. Alors il a fait construire un navire, une trière, avec un fond truqué. Avec la cale qui a, en pleine mer, enfin, bon, ils ne vont pas aller bien loin du rivage, qui va se disloquer. Donc là c'est Tacite qui le raconte. Il l'embrasse, il lui dit je t'ai offert ce navire, tu repars avec. Effectivement, elle monte à bord. Alors bon, je ne veux pas faire de dessin, je suis très mauvaise en dessin. Je vais quand même essayer de faire quelque chose. Il y a une cabine dans ce navire. Il est vraiment moche mon dessin, c'est pas grave. Donc Agrippine, elle est là dans une cabine qui a été faite à son honneur. Elle est dans un lit à baldaquin avec 4 piliers. Donc le navire, bon, il n'a pas de chance Néron, la nuit est brillante d'étoiles et la mer est calme. Mince alors. Donc le navire va avoir du mal à se disloquer. S'il y avait une tempête, ça aurait été. Bon, il ne l'a pas. Donc là, ils ont mis des charges de plomb sur le toit, dans des caisses. D'accord ? Pour que ça s'enfonce bien. Là, ça va s'ouvrir. Agrippine est sur un lit à baldaquin. Donc là, il déplace les charges de plomb vers là. Et effectivement, la charge de plomb fait que le toit s'effondre. Mais les piliers du lit vont protéger Agrippine qui est là et sa servante à ses pieds. Le navire va tarder à se disloquer parce qu'il y a des gens à bord, des marins qui ne sont pas au courant, donc ils vont essayer de se mettre d'un côté pour établir l'équilibre, bref. Donc le navire s'ouvre doucement et les 2 femmes, elles se retrouvent à l'eau. Voilà. La servante, elle a la mauvaise idée de dire « Je suis Agrippine, sauvez-moi, sauvez-moi !» Donc elle va être noyée à coups de rame par les marins qui sont au courant et qui vont bien la foncer. Agrippine, plus maline, et c'est une femme encore assez jeune, elle va nager, elle sait nager. Donc elle va s'en sortir, regagner le rivage. Les habitants du rivage vont la porter dans une maison de campagne et donc elle est vivante, elle est encore là. Donc catastrophe pour Néron qui, ben voilà, un messager vient lui dire à son palais, ta mère, ben elle est vivante, elle s'en est sortie. Donc Néron a une idée, il jette un poignard entre les pieds du messager, appelle sa garde prétorienne et dit à sa garde, regardez un messager qui arrive avec un poignard à la main, là je viens de le désarmer, c'est ma mère qui vient me faire assassiner. Voilà. Donc il a toute légitimité pour faire assassiner sa mère. Donc le deuxième texte, c'est la garde prétorienne de Néron
pareil, je passe rapidement, vous le lirez, qui viennent à la chambre d'Agrippine en pleine nuit et qui vont la transpercer à coups de... Enfin, d'abord, ils lui donnent quand même un coup sur la tête. Le centurion tire son glaive pour lui donner la mort. Et la phrase célèbre, là aussi, « Frappe ici », s'écria-t-elle en lui montrant son ventre, puisque c'est là où elle a porté le monstre, son fils. Et elle expire de plusieurs coups. Voilà. Alors, il n'y a pas de mausolée, il n'y a rien, hein. Néron l'a fait brûler là lui-même. Vite, vite, il ne faut plus qu'il y ait de traces d'Agrippine. Allez, je remonte parce qu'il me reste 5 minutes, même pas. Désolée, j'avais vu que ce serait un peu plus long que prévu. Donc, Néron seul a régné. Bon, il est tombé amoureux de la dame d'un de ses lieutenants, Pompée, et Octavie le gêne, donc il fait exécuter Octavie, sous prétexte de stérilité. Le peuple romain aime beaucoup Octavie, une jeune princesse très discrète, et c'est là où c'est la goutte d'eau de trop. Non, Néron, il est au sommet de ces crimes-là. En 64, il a l'idée de faire incendier Rome parce qu'il veut se construire la Domus Aurea, la maison dorée, qu'on commence à déterrer parce qu'elle a été enterrée, qu'on peut visiter à Rome. Un immense palais de 10 hectares en plein Rome. Donc il fait incendier Rome, on n'en est pas sûr non plus. Il n'était pas là à ce moment-là, mais bon, l'allumette, elle a pu être allumée par un de ses bras armés. 7 quartiers sur 14 sont touchés, c'est la catastrophe pour le peuple romain. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Parce que bon, Rome est faite de bois et de briques, ça flambe vite. Voilà. La rumeur dit que c'est Néron, donc il faut trouver des coupables. Et c'est la première persécution des chrétiens. Là aussi, dans mon PowerPoint, je vous ai mis le texte de la persécution des chrétiens. Voilà, je ne les lis pas, ça va me faire perdre du temps. Mais Néron prête ses jardins publics pour faire brûler en torche vivante les chrétiens qui sont crucifiés. Voilà. Et même Tacite, un historien romain qui ne croit pas du tout au Christ, j'arrive pas. Bon. Même Tacite dit que c'est une abomination. Regardez la dernière phrase. Ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul qu'ils étaient immolés. Donc même un historien romain antique païen dit ça de Néron. Voilà. Bon, je passe plus vite. Ma dernière étape, en 68, ouf, Néron est déclaré ennemi public par le Sénat et il est forcé au suicide. Alors il n'a pas le courage tout seul, c'est son aide de camp, sa garde prétorienne qui va l'aider à se transpercer avec le glaive. Voilà, donc Néron mort. Bon, après ce sera une bataille aussi pour la succession à Rome, mais tout de même exit les empereurs Julio-Claudien et toutes leurs exactions qui a duré presque un siècle. Voilà. Après la mort de Néron, quand même, la dynastie julio-claudienne prend fin et le Sénat vote sa damnatio memoriae, c'est-à-dire la damnation de la mémoire de ses empereurs. Alors que, bon, il faudrait exclure quand même Octave de là, mais avec l'apothéose de Néron, bon, le Sénat et le peuple romain en ont assez. Très rapidement, ma bibliographie, je vous ai mis des étoiles là où j'ai trouvé très très intéressant. Il y a une série de BD adultes qui s'appelle Murena, qui décrit bien la montée au pouvoir de Néron et toute sa cruauté. Elle se trouve à la médiathèque. Ce sont des albums, ce sont des bandes dessinées pour adultes, qui est vraiment très bien faite. Et un petit que sais-je là, de Guy Achard. Il a été un de mes professeurs à l'université de Lyon. Très remarquable, très vulgarisé, ça se comprend très bien, c'est très bien raconté. Qui s'appelle Néron, donc un que sais-je, c'est 9 €. Il est aussi à la médiathèque. Voilà. Et le gros roman d'Hubert Monteiller, Néropolis, qui est très connu, là aussi c'est très sympathique à lire. Bon, après j'ai mis des études un peu plus poussées, un peu plus historiques en bas, mais voilà. Bon, j'espère que vous êtes intéressés. Merci beaucoup.
essayer de rendre un peu vivante l'Antiquité latine. Bon, la prochaine fois, on continue dans le sang avec les gladiateurs. Merci.